derrière l'information fiable qui est présentée, il y a un message qui est distillé de manière subtile et que l'on veut que votre cerveau retienne. On nous a expliqué que Kadhafi massacrait son peuple. On s'est vite rendu compte que cette information était fausse. Et pourtant, aujourd'hui encore, il y a des médias, il y a des universitaires qui répètent ça, qu'on nous dit que Kadhafi voulait massacrer son peuple. Donc la propagande ou la désinformation, c'est pas seulement du mensonge. C'est une façon d'emmener l'information de sorte à vous faire retenir ce que l'on veut que vous puissiez retenir de ce qui est présent. La guerre la plus importante se passe dans le cerveau. Si vous arrivez à conquérir les cœurs et les esprits, les pieds, les mains vont faire ce qu'on leur demande de faire, ou même ce qu'on leur demande de ne pas faire. Le cursus universitaire ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. L'école vous donne des clés, mais ce sont des clés qui sont aussi programmées. Il ne faut jamais l'oublier. Tout à fait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et aujourd'hui, je suis très content de retrouver à nouveau Patrick Mbeko pour une nouvelle chronique au cours de laquelle nous allons aborder l'angle et l'impact des médias dans les guerres, quel rôle les médias jouent réellement. Certains parlent de médias mensonges, comment identifier le vrai du faux face notamment à la pluie d'informations que l'on peut recevoir. Et bien évidemment, pour en parler aujourd'hui, je suis très heureux d'être en compagnie de Patrick Mbeko, qu'on ne présente plus ici. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Est-ce que tu pourrais une fois de plus te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas? Patrick Mbeko, je suis écrivain et puis analyste de questions géopolitiques. Très bien. Pour résumer, Oui, bien sûr. On a eu il y a quelques jours une récente interview au cours de laquelle tu es devenu un peu une sorte de prophète parce qu'on parlait d'Israël et du conflit avec l'Iran. Et tu as annoncé à la fin de ce propos-là que il ne serait pas surprenant que les États-Unis annoncent une trêve dans les prochains jours. Et quelques heures après la publication, d'ailleurs, les États-Unis ont annoncé une trêve. Comment tu as perçu la chose? ben, c'est le travail de tout analyste sérieux, hein, j'essaie, je le dis humblement, d'essayer d'anticiper les événements. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages. Je ne savais même pas que Donald Trump avait décrété, avait annoncé une trêve entre Israël et l'Iran. J'étais dans l'avion. C'est en sortant de l'avion, en arrivant à l'hôtel, j'allume mon portable et tout. Et là, je vois beaucoup de messages des gens euh, qui m'écrivent, qui disent: Ah, mais ce que tu avais dit vient de se réaliser. Trump a annoncé la fin de la guerre. Ben, je n'étais pas très surpris parce que justement, je l'avais annoncé auparavant, parce que, pour la simple et bonne raison que j'avais analysé le conflit dès le départ et j'avais très vite compris qu'il s'agissait pour les États-Unis et même pour Israël de trouver une porte de sortie face aux attaques iraniennes qui avaient vraiment exposé la vulnérabilité d'Israël. Et donc, il était très clair qu'à ce moment-là, Israël ne pouvait plus continuer sur ce chemin-là et trouver une porte de sortie. Et les bombardements américains de l'Iran, des bombardements qui semblent aujourd'hui symboliques, que d'ailleurs beaucoup de gens reprennent parce que c'est un élément que j'ai aussi relevé dans notre interview. J'avais bien dit que ces bombardements étaient symboliques et on sait aujourd'hui que les sites iraniens n'ont pas été sérieusement touchés, mais c'était pour trouver dessus à ce conflit. C'est un peu ça là aussi, le linge sale des États, la géopolitique des États, c'est aussi ça. Il y a un peu de cynisme dedans parce que ce sont des gens qui sont morts, ce sont des pays qui ont été détruits, mais c'est comme ça. Et donc on a une trêve et je suis quand même heureux de le constater, au moins pour les populations de la région. Et en tant qu'analyste, je suis aussi quand même, je pourrais dire humblement que je suis content de moi-même d'avoir vu clair dans ce qui se passait, d'avoir anticipé les événements. Très bien. Euh, Justement, aujourd'hui, on va beaucoup parler de médias parce que peu de médias ont finalement vu ce que tu avais vu et pourtant, on a tous les spécialistes, les grands spécialistes qui passent sur tous ces médias matin, midi, soir et très peu ont vu avec autant de clairvoyance ce que tu nous as annoncé. Euh, Comment on fait aujourd'hui en 2025 pour... quel est le niveau de fiabilité des médias traditionnels, notamment à l'exemple d'une guerre comme celle qu'on vient de voir? Je pense que le niveau de fiabilité est souvent relié à la nature de l'information qui est traitée. Une information qui est générale, qui n'a pas beaucoup d'enjeux euh, importants, n'est pas traitée de la même manière qu'une information avec des enjeux extrêmement importants comme la guerre ou le conflit qui a opposé pendant 12 jours l'Iran à l'Israël. Si vous parlez par exemple des retraites en France, au Canada ou aux États-Unis, c'est sûr que l'information sera traitée de manière un peu légère, un peu douce. Il n'y a pas de grands enjeux là-dedans. Mais si vous parlez de la guerre, bien entendu, il faut faire attention parce que souvent les journalistes auront tendance à défendre le camp idéologique ou politique auquel ils appartiennent.
Et ça, c'est très important de comprendre, et on l'a vu dans la plupart des guerres. Et donc, si vous voulez juger de la fiabilité, c'est toujours de regarder quel enjeu sous-tend l'événement qui est traité au niveau informationnel. À partir de ce moment-là, il faut être très, 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 je dirais, attentif parce que souvent, le diable se cache dans les détails. On peut vous présenter une information qui a l'air fiable, mais derrière l'information fiable qui est présentée, il y a un message qui est distillé de manière subtile et que l'on veut que votre cerveau retienne. Donc, il y a plusieurs techniques de manipulation de désinformation qu'il faut garder à l'esprit et en fonction de l'information qui nous est présentée et surtout de l'enjeu ou des enjeux qui caractérisent cette information. Mais on pourrait se dire que ce genre de choses n'arrive qu'à des médias privés. Si le média appartient à quelqu'un qui est puissant économiquement et qui a des intérêts, son média, par ricochet, peut avoir des tendances. Mais qu'en est-il des médias nationaux, des médias qui sont supposés être financés avec les fonds publics? Quand on se rend compte que dans ce genre de conflit, même eux sont alignés sur les mêmes positions que des médias privés. Qu'est-ce que ça nous laisse comprendre? Oui, mais parce qu'en fait, public ou privé, ce que l'on constate de plus en plus, c'est qu'il y a, les gens s'alignent, comme je l'ai dit, en fonction de l'idéologie, du camp idéologique auquel ils appartiennent. Quand il y a la guerre en Ukraine ou la guerre entre Israël et l'Iran, les médias occidentaux ont eu tendance à défendre le point de vue occidental de la question. Or, l'Occident, politique comme privé, public ou comme privé si vous voulez, tous ces gens sont alignés sur les positions d'Israël. Donc, il y a un camp idéologique. C'est pour ça que je parle de camp idéologique avant de parler de camp politique. Il y a d'abord le camp idéologique auquel les gens appartiennent, les médias appartiennent. Il y a une ligne éditoriale qui est développée par la suite, mais on défend d'abord l'information en fonction du camp idéologique auquel on appartient. Et Ça veut ça dire, devient un enjeu de guerre important. Oui, pardon? non, mais ça veut dire que même une chaîne nationale ne traite pas avec totale impartialité les événements qui se produisent dans le monde, alors. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que la chaîne nationale, je vais vous donner un exemple. Allez suivre les chaînes nationales arabes, arabo-musulmans. Vous allez voir qu'ils ont une manière de traiter l'information qui est très, très différente de ce qu'on observe du côté occidental. De la même manière, les chaînes d'État chinoises ne traitent pas l'information de la même manière que les chaînes occidentales, les chaînes publiques occidentales. Très bien. Quel est le rôle donc d'un média en période de guerre? Michel Collomb, que tu connais probablement, a beaucoup théorisé dessus, Oui, oui. au point de dire que les médias mensonges, comme il les appelle, jouent un rôle très, très important en temps de guerre pour préparer l'opinion publique à accepter et valider la guerre. Est-ce que tu partages cette Oui, position? mais oui, largement, hein, largement. Et d'ailleurs, dans la plupart de mes livres sur les conflits armés, je reviens beaucoup sur le rôle des médias, mais aussi de ce qu'on appelle les universitaires, hein. Pourquoi? Parce que ce sont des gens c'est un rôle, les médias ont besoin des universitaires pour cautionner un peu la propagande qui distille. Alors, au niveau de la propagande, ça se fait à deux niveaux. Il y a une propagande qui peut être brutale, unilatérale, et ce qu'on appelle de la désinformation. La désinformation veut dire, la désinformation et la propagande, ce n'est pas nécessairement la même chose. Vous voyez? Et donc, pour les médias en temps de conflit, il faut toujours voir ce conflit implique qui. Si vous demandez à un média de traiter une information, la guerre entre le Rwanda et la RDC, ces médias auront tendance, les médias occidentaux bien entendu, auront tendance à traiter l'information en fonction des éléments dont ils disposent. On n'a pas nécessairement besoin de faire de la propagande. Mais si ces médias occidentaux doivent traiter de la guerre en Ukraine, à ce moment-là, on les voit prendre parti parce que c'est une guerre, la guerre en Ukraine est une guerre occidentale qui se déroule en Ukraine. Oui, donc c'est une guerre russo-ukrainienne, entre guillemets, sur fond d'ingérence occidentale. À partir de ce moment-là, et on l'a vu très largement, ils ont pris fait et cause pour l'Ukraine, qui était le satellite de l'Occident. Je peux vous donner un autre exemple. Kadhafi. J'ai écrit un livre sur la guerre de l'OTAN en Libye et je consacre une bonne partie de ce bouquin au rôle des médias et des universitaires. On nous a expliqué que Kadhafi massacrait son peuple. On s'est vite rendu compte que cette information était fausse. Et pourtant, aujourd'hui encore, il y a des médias, il y a des universitaires qui répètent ça, qu'on nous dit que Kadhafi voulait massacrer son peuple, ce qui n'a jamais été vrai. Vous allez à l'Axie, vous prenez la guerre en ex-Yougoslavie. Pourquoi on a bombardé Belgrade? À cause de ce qu'on a appelé le massacre de Ratchak. On a dit, ah, mais les Serbes avaient massacré des gens dans cette ville. Et puis on s'est rendu compte après le passage d'une équipe des médecins légistes que ce n'était pas vraiment ça. Que
Au lieu des mille, des centaines, de dizaines de milliers de morts qu'on avait annoncés, il y avait juste 44 morts. Mais on a bombardé ce pays-là. Si vous allez en Syrie, c'est la même chose. Bachar al-Assad est en train de massacrer son peuple. Il faut cautionner, il faut une intervention internationale, occidentale. Et qui vont cautionner ça? Ce sont les médias, mais ces médias ont besoin d'un soutien intellectuel, donc des universitaires, qui vont venir nous expliquer en tordant, en prenant des arrangements avec la vérité, la réalité des faits, pour permettre en fait cette histoire-là. Donc c'est comme ça que les médias fonctionnent. Donc il faut toujours voir la nature de l'information qui est traitée et le positionnement des uns des autres en fonction de cette information qui est traitée. Une information, quand on voit le traitement de l'information de l'armée de l'implication française dans le Sahel, par exemple, on voit bien qu'il y a aussi un peu de propagande dedans parce qu'il faut diaboliser les dirigeants du Sahel qui sont arrivés par des coups d'État. Parce que c'est comme ça fait partie de la guerre. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne critique pas. Les médias ne sont pas capables de, de critiquer. Mais on peut critiquer, ils peuvent même se critiquer. Mais en toile de fond, il y a toujours cette petite dose de propagande ou de désinformation pour conditionner l'opinion publique. Parce que la chose la plus importante dans la couverture médiatique, c'est de faire en sorte que les gens retiennent une information de ce qui est présenté. Euh, J'avais donné l'exemple de l'Iran. Quand vous prenez le cas de l'Iran et d'Israël, vous allez remarquer que tout le long de la guerre, on nous a présenté des sites militaires, soi-disant iraniens, qui avaient été, bon, beaucoup ont été touchés aussi, c'est vrai, les sites militaires iraniens qui étaient touchés, on ne montre pas les civils qui étaient tués par les bombardements israéliens. Or, on parle aujourd'hui de près de plus de 600 morts. Du côté israélien, on a 29 morts. Mais vous allez voir que quand on parlait des bombardements iraniens, on insistait sur l'importance, sur l'efficacité du dôme de fer, du système Arrow, mais ensuite on ajoutait que les Israéliens et les Iraniens bombardaient les hôpitaux et les civils. Donc le message en arrière-scène, c'est quoi? En toile de fond, le message, c'est de dire, vous voyez, les Israéliens sont performants, ils sont très forts, ils ont un système de sécurité aérien fiable, et en plus, ils se concentrent sur les cibles militaires, alors que les Iraniens, eux, bombardent pour la plupart du temps les civils. Mais dans les deux cas, tu remarqueras, Philippe, qu'on vous présente les faits. Parce que quand l'Iran touche un hôpital, c'est un fait établi. Quand les sites militaires sont touchés, c'est un fait qui est établi. Tout à fait. Mais à la seule différence que dans l'un cas comme dans l'autre, parfois on va occulter la réalité des faits, on va présenter une partie de la réalité, et dans l'autre cas, on va présenter une réalité, mais aussi de manière très, très, très parcellaire. Et ça participe à la désinformation. Il y a un conditionnement. Tu vois comment on peut présenter une information, des faits qui sont établis, mais en toile de fond, on vous conditionne. Et donc, il faut être très, très, très attentif pour Oui, comprendre on ces a eu différentes le techniques même de problème. manipulation. On a eu le cas aussi avec Gaza et Israël. Oui, exactement, Là où, exactement. d'un Mais côté, à quand il y Gaza, ils avait, ont dû, on donnait les noms des gens, à de l'autre, Gaza, on disait le nombre de victimes. exactement, exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on conditionne. Et c'est aussi ça la propagande de guerre. Donc, ce sont des techniques de manipulation qui sont très subtiles et parfois difficiles à percevoir quand on regarde l'information, surtout quand on est confronté à un flux d'informations ininterrompu, hein, sur ces grands événements-là qui bouleversent notre époque. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est la raison pour laquelle on peut vous montrer une information qui est vraie, des faits qui sont attestés, établis, tout en vous désinformant, Oui, tout en vous conditionnant, tout en faisant de la propagande. Donc la propagande ou la désinformation, ce n'est pas seulement du mensonge. C'est une façon d'emmener l'information de sorte à vous faire retenir ce que l'on veut que vous puissiez retenir c'est ça. de ce qui est présenté. C'est-à-dire, Et factuellement, c'est c'est très vrai, subtil. mais la Oui, tendance, mais c'est euh, pour ça que quand moi j'ai commencé à analyser la question iranienne, beaucoup de gens me prenaient pour un fou. Quand j'ai dit que, par exemple, j'avais analysé, j'ai dit, mais c'est bizarre, les Iraniens, malgré les bombardements, ne répondent pas avec une virulence qu'on voit du côté israélien. Les gens m'ont dit, oh, non, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tout simplement parce que ces gens avaient été conditionnés par les médias occidentaux qui nous montraient une armée israélienne extrêmement puissante qui était confrontée à une armée iranienne très faible, qui ne pouvait pas tenir plus que qui ne quelques pouvait pas jours. tenir
Exactement. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Les Iraniens ont une stratégie de guerre qui n'est pas la même que la stratégie israélienne, c'est tout, ou occidentale. Ils n'ont pas, comme je l'ai dit dans notre interview précédente, la même conception de la guerre que les autres, leurs adversaires. Et quand ils ont commencé à répondre, à taper sérieusement sur les sites militaires israéliens, et là, tout d'un coup, on ne voyait plus rien, on nous parlait, on nous montrait des civils qui couraient dans les abris à Tel Les Aviv ou à aéroports qui étaient, Jérusalem, les dans gens les qui partaient, aéroports qui oui. étaient Ouais. exactement, mais on ne nous montrait pas les sites israéliens qui ont été touchés. Il fallait regarder Al Jazeera, qui avait repris d'ailleurs des images qui provenaient d'Israël avant d'être censurées par l'armée israélienne, pour que l'on voit que le QG du Mossad avait été touché, pour que l'on voit que le QG du ministère de l'Intérieur avait été touché, le QG du ministère de la Défense du Mossad avait été sérieusement En fait, touché, et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à ce cessez-le-feu. mais est-ce que justement, ce que l'Iran voulait démontrer aussi, finalement, c'était on peut vous atteindre là où on veut? Parce que si Exactement. en touchant des endroits aussi symboliques, parce que ce sont des bâtiments symboliques en soi, en touchant ces Ouais. endroits symboliques, je pense que l'un des messages de l'Iran, c'était de dire que s'il y a déflagration, plus personne n'est en sécurité à Israël. On cible ce Ah qu'on oui, veut et ils on ont fait touche ce la qu'on veut. preuve. Mais écoutez, Philippe, est-ce que vous avez entendu Donald Trump lors du sommet de l'OTAN? Trump a dit, mais ces Iraniens, ils ont sérieusement frappé Israël. Ah, j'ai C'est pas Trump entendu qui le ça. dit. Oui, oui, il a dit, il a clairement dit, il faut regarder son intervention au sommet de l'OTAN. Il a dit, pardon, que les Israéliens avaient frappé sérieusement Les Israël. Iraniens, oui. Et les Iraniens, pardon. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit dans mon analyse qu'il y aura un cessez-le-feu parce que, écoutez, vous avez un pays de 21 000 km, 21 ou 22 000 km, avec une densité de population très importante concentrée dans les grandes villes, Jérusalem et Tel Aviv. Mais qu'est-ce que vous faites face aux missiles iraniens qui arrivent là et qui tapent partout? Mais vous n'allez pas survivre dans ces conditions. Le pays va créer. Et en face, vous avez l'Iran, plus d'un million de kilomètres carrés, des montagnes un peu partout, avec des systèmes de défense enfouis sous terre. Vous faites comment pour les atteindre? Et même dans le cadre de cette propagande de guerre, on nous a dit quoi? Les bombardiers américains vont arriver, vous allez voir ce que ça va faire. Les deux. Ils vont bombarder, ils vont détruire les B-2. Je vous ai dit dans notre interview que ça n'est pas changé grand-chose puisque les Iraniens se préparent à la guerre contre les États-Unis. Ils connaissent les armes américaines, ils connaissent les avions de guerre américains. Donc, ils ont enfoui leur site, mais vraiment très loin. Certaines sources parlent de près de 800 mètres sous terre. C'est incroyable. Sans compter les dalles de béton qui ont été installées lors de la construction de ces sites-là. Mais quand, dans la désinformation occidentale, on va vous dire ah oui, ce sont des sites, oui, c'est construit, mais il y a une arme tellement puissante parce qu'une guerre, c'est quoi? C'est aussi les techniques de guerre psychologique. Il faut conditionner les opinions publiques, les emmener non seulement à accepter le narratif officiel, à accepter la guerre, mais aussi à déshumaniser l'adversaire. Et la déshumanisation de l'adversaire est l'un des éléments essentiels de la propagande de guerre. Donc, quand on déshumanise un adversaire, on doit le présenter sous ses traits les plus bizarres. Les Oui, Iraniens sont justement les Iraniens, des mangeurs d'enfants, ce sont des gens des mangeurs d'enfants. qui sont, Exactement. qu'est-ce qu'on a dit? Ce sont les Iraniens, enfin le régime iranien est Ouais. derrière tout le terrorisme au Moyen-Orient. Voilà. C'est comme ça que c'est Exactement. Mais on a présenté. dit la même chose de Kadhafi. Oui. Moi, j'ai enquêté sur Kadhafi. Je peux dire ici que Kadhafi n'a pris pas la plupart des attentats terroristes qu'on a attribués à Kadhafi, ce n'était pas le fait du colonel libyen, du dirigeant libyen. Moi, je le démontré dans mon livre. J'ai montré les documents que j'ai pu obtenir. Moi, j'avais obtenu, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un attentat comme celui de Lockerbie, Oui. qui avait fait près de 200 morts, qui est très connu. On a dit que c'était la Libye. Kadhafi avait payé pour ça. Mais si je vous dis que Kadhafi n'a fait rien à voir dans cette histoire, qu'il a dû payer parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les linges sales des États. Il était sous embargo, il ne pouvait rien faire. J'ai obtenu un document des renseignements américains à l'époque, dans lequel on voit le nom, les renseignements militaires, on voit le nom de la personne qui a commandité l'attentat, qui était un militant pro-palestinien, qui avait sous-traité cette opération pour le compte des Iraniens quelques mois auparavant. Pourquoi? Parce que les Américains avaient détruit un avion de ligne iranien avec près de 200 passagers dedans, avion civil. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Iraniens ont décidé de se venger et ils ont sous-traité cette histoire de Lockerbie qui avait fait près de 200 morts du côté américain.
Mais on a accusé la Libye. Et si vous lisez les livres, les articles soi-disant scientifiques qu'on écrit sur le terrorisme, cet événement-là, on accuse toujours Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi avait reconnu, mais Kadhafi n'a jamais reconnu. Kadhafi a accepté de payer les familles de victimes, mais n'a jamais reconnu. Et moi, je l'ai découvert pendant mon enquête. Je vous donne un autre exemple. L'attentat contre un avion de ligne français du TA, à la même époque que le Kirby, qu'on avait attribué à Kadhafi. 177 morts. Les Libyens ont accepté de payer encore une fois. Mais moi, quand je discute de cette histoire-là avec le directeur de cabinet de François Mitterrand, parce que c'est François Mitterrand qui est à l'époque à l'Élysée, Président de la République. son directeur, oui, je discute avec son directeur de cabinet, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, Monsieur Mbeko, nous savions que ce n'étaient pas les Libyens. Moi, j'étais choqué, je dis, mais vous avez quand même imposé un embargo à la Libye avec les Américains et les Britanniques. Et monsieur, il s'appelle Gilles Ménage. Monsieur Ménage m'a répondu en disant, ce sont les Américains qui nous l'ont demandé, ils ont fait pression sur nous et nous étions obligés d'accepter. Mais le public ne le sait pas, Philippe. Et dans les médias, on reprend le narratif officiel, on dit que ce sont les Libyens parce que ça prend un diable. Et à l'époque, le meilleur diable de l'Occident, c'était Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi s'était dressé contre l'impérialisme occidental. Et dans mon livre, je donne beaucoup d'exemples des cas d'attentats qu'on a attribués à Kadhafi, qui est aujourd'hui encore qualifié d'attentat terroriste libyen, alors que les Libyens n'avaient rien à voir dans cette histoire. Vous voyez? Et donc, les médias, parfois, vont jouer ce rôle-là, même quand ils ont de l'information, ils vont l'occulter. Moi, il y a un journaliste, je ne veux pas citer son nom, quand j'ai sorti mon livre sur Kadhafi, il le lit, il y a beaucoup de révélations dedans, il me cherche, il rentre en contact avec moi, il me dit, ah, j'aimerais avoir tes sources. Je dis, je ne peux pas, vous êtes journaliste, moi, je ne peux pas vous donner mes sources. Il voulait utiliser mes sources à des fins de propagande par la suite, puisque j'ai vu son reportage sur une chaîne publique française que je ne vais pas citer. Et c'est comme ça qu'on nous conditionne. Regardez tout ce qui est écrit aujourd'hui sur l'Ukraine. Il y a beaucoup de livres euh, écrits sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine. C'est toujours le même narratif qu'on nous impose, parce que la propagande a deux niveaux. Il y a le niveau médiatique qui a besoin du niveau intellectuel, donc académique, pour s'imposer au public. À partir du moment où vous voyez un universitaire sur un plateau de télé qui vous explique que ben, les Russes, ce sont les méchants, et les médias sont là pour faire dire à cet universitaire-là ce qu'eux ne veulent pas nécessairement dire pour ne pas paraître euh, partial. Parce que ça aussi, c'est une technique de manipulation. On veut dire quelque chose sur le plan médiatique, on ne va pas le dire, on va le faire dire à un universitaire qui partage la même idéologie que nous, ou qui est aligné sur le narratif officiel que nous. Et c'est ce que vous avez vu aussi dans le cadre de la guerre en Ukraine, où on a vu très peu d'universitaires dans les médias expliquer que c'était, pardon, dans la guerre Iran-Israël, expliquer que c'est l'Iran qui est agressé, c'est pas Israël quand même. Mais vous allez voir encore, quand vous Oui, on lisez, a créé vous un écoutez les concept de guerre par anticipation, c'est ça? préventives, Préventive, oui. guerre préventive, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas au plan du droit international. Ça n'existe pas. Mais c'est comme ça qu'on nous conditionne. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc, les guerres, Parce que comme vous l'écrivez, en plus, mais au-delà des médias, on a retrouvé ce discours aussi chez les chefs d'État. On a le chef d'État français, enfin, je crois qu'il y avait eu une tribune commune entre les chefs d'État français, anglais et allemands qui disaient aux sorties de leur réunion, après les premières frappes israéliennes, qu'Israël avait le droit de se défendre. Donc exactement. là, on n'est plus Mais au niveau simplement des médias, oui, même des mais chefs d'État responsables. c'est pour ça que j'ai dit les médias vont diffuser l'information en fonction du camp idéologique auquel ils appartiennent. Les médias français, britanniques, américains appartiennent au même camp idéologique qu'Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Starmer ou M. Donald Trump, le président Trump. C'est pour ça que je parlais de camp idéologique, je n'ai pas voulu parler de camp politique. Alors, Il y a aussi ce que je pourrais qualifier aussi, à la décharge des médias cette fois, de la plupart de ces médias, il y a aussi ce qu'on appelle un alignement naturel. Parce qu'on comprend les événements en fonction de l'espace intellectuel et culturel auquel on appartient. C'est-à-dire que si vous êtes occidental, il y a une façon pour vous de concevoir l'information qui est très différente des Africains et des autres. Et vous aurez remarqué que nous, en Afrique, pendant longtemps, on avait tendance à gober ce qu'on nous présente en Occident, tout simplement parce que nous sommes nés. D'abord, nous sommes des pays anciennement colonisés par l'Europe, par les pays occidentaux pour la plupart du temps.
c'est pas tous les pays ont été colonisés par les Occidentaux en Afrique, je présume. Et après ça, nous sommes soumis au matraquage médiatique occidental matin, midi, soir. Et donc, d'une certaine manière, sur le plan psychologique, une prédisposition psychologique à prendre pour fait acquis ou pour vérité ce qu'on nous présente dans les médias occidentaux. C'est l'émergence des médias alternatifs et même des grands médias en Russie, en Turquie, un peu partout, qui fait qu'il y a ce contrebalancement. Et puis, Internet a beaucoup aidé. Et je veux encore vous donner un exemple important, si tu permets, Philippe. Regardez, quand la guerre en Ukraine a commencé, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait sur le plan politique? Ils ont neutralisé tous les médias russes. Oui, RT France, Sputnik ont été en disant que neutralisés. c'était des médias Ils mensonges, faisaient... finance, des médias de propagande. Les médias du Propagande Kremlin. russe. Et les médias du Ouais, Kremlin. ce sont les médias. OK. Même parce que dans la sémantique aussi, la propagande, elle est subtile. Dans la sémantique, l'armée de Poutine, l'armée russe, c'est l'armée de Poutine. Les médias russes, ce sont les médias du Kremlin. Mais on ne dit pas l'armée française, c'est l'armée de Macron. On ne vous dit pas que les chaînes de France Télévisions sont les chaînes de l'Élysée. Même dans cette façon de présenter les faits, on vous endoctrine de manière subtile. Et donc, je disais tantôt que quand ils ont neutralisé les médias russes, c'était pour avoir le monopole de la propagande. Et on connaît la suite. Vous regardez l'information sur la guerre en Ukraine sur Al Jazeera, qui est une chaîne qatari. Vous regardez l'information sur les chaînes chinoises et autres. Et vous regardez sur les chaînes occidentales, c'est le jour et la nuit parfois. Les mêmes faits ne sont pas traités de la même manière. Parce que sur le plan médiatique ou journalistique, une information peut être traitée de diverses manières en fonction de l'angle que l'on décide de développer, Bien sûr, de traiter. bien sûr. Et c'est ça qui fait toute la différence. Vous bombardez un hôpital, il y avait des militaires qui sont cachés derrière, on dit, ah, non, vous avez bombardé les civils. Mais quand c'est à Gaza, on bombarde des hôpitaux, on dit, non, 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 les gars du Hamas sont cachés dans les hôpitaux. Les Iraniens ont dit la même chose. Ils ont dit, mais dans cet hôpital qui a été bombardé, je ne sais pas, à Tel Aviv, il y avait des structures militaires israéliennes juste derrière l'hôpital. Tout à fait. Là, on va remettre ça en question. On va dire, c'est peut-être pas vrai. On vous montre plus les civils qu'autre chose. Mais à Gaza, on nous montrait des tunnels, parfois qui sont révélés, dans lesquels se terraient les gars du Hamas, et on a su par la suite qu'ils étaient faux. Et en plus, il y a aussi une autre manière de vous conditionner. C'est dans la manière de poser les questions. On pose une question. Oui, Un politique, un Emmanuel Macron ment. Le journaliste ne remet pas en question son mensonge. Il passe à une autre question. Quand Macron dit qu'Israël a le droit de se défendre, alors que c'est Israël qui a bombardé l'Iran, aucun journaliste français ne lui demande, mais monsieur le le président, minimum. c'est Israël qui... Oui, mais c'est Bien sûr. Israël qui a attaqué. Non, non, on laisse passer. À partir de ce moment-là, le public retient l'information que vient de donner monsieur Macron, Mais moi, j'ai une à autre l'effet question, qu'Israël a le droit Patrick. de se défendre. J'ai une autre question. Euh, que valent donc les oppositions européennes quand on voit que dans des conflits comme ça, la plupart des opposants, pas tous, mais la plupart des opposants s'alignent sur les mêmes propagandes que le parti au pouvoir? C'est quand même assez inquiétant parce que ça veut dire que, à la limite, si je suis opposant et que je veux prendre le pouvoir, si le gars qui est au pouvoir raconte des bêtises, ben, je profite de ça pour montrer son manque de crédibilité. On se rend compte que beaucoup d'opposants en Europe laissent passer ou vont dans les mêmes discours de propagande, ce qui peut laisser se demander, mais à la fin de la journée, est-ce que c'est une vraie opposition? Est-ce que c'est pas des copains qui, à la fin, vont boire une bière au bar le soir ensemble et ils viennent en journée faire un spectacle à la télé? Ça reste une opposition par rapport aux questions de politique intérieure. C'est Il ne faut ça. pas oublier. Ils sont des opposants à la politique intérieure, dans la politique intérieure de leur pays. Et quand il s'agit des autres pays, et là, tu as totalement raison, l'opposition disparaît et on parle d'une seule voix, parce que là, on défend, encore une fois, le camp idéologique auquel on appartient. L'opposition en Europe ou au Canada, aux États-Unis, et le parti au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir appartiennent au même camp idéologique. Donc, quand on décide de bombarder la Libye, on a vu des pays soi-disant dirigés par des gouvernements de gauche, soutenir les attaques de l'OTAN. On l'a vu. Si vous allez en Italie, vous La avez Madame... gauche. Oui, oui, parce qu'on parle de gauche, mais en réalité, il existe aussi... La gauche et la droite ont quelque chose en commun, l'impérialisme extérieur, l'impérialisme qui est tourné vers l'étranger. C'est-à-dire que vous allez voir que les guerres sont faites
aussi bien par les dirigeants de gauche que ceux de droite, comme on dit Républicain en comme Occident. démocrate. Exactement. Donc, celui qui est dans l'opposition n'a pas de problème à faire la guerre à l'étranger, à partager les vues de celui qui dirige le pays. Et même quand ils sont en désaccord, ils sont quand même capables de soutenir l'action militaire qui est menée à l'étranger. Tout à fait. On l'a vu pendant la guerre en Irak. Il y avait des manifestations. Il n'en demeure pas moins qu'on a vu des Américains dire nous sommes derrière les boys pour aller bombarder un pays qui n'a rien fait et causer plus d'1 million de morts. Et là, vous allez voir, quand on va appeler ces dirigeants justement opposants que tu décris à parler de la situation, ils vont dire oui, le président exagère peut-être, mais là, il faut quand même mettre de côté le régime tyrannique qui est en place. Tu sais, en Iran, regardez bien comment le discours a évolué en Iran. On est parti de la neutralisation de soi-disant programmes militaires, de programmes nucléaires iraniens à un changement de régime. Et on parlait de ce changement de régime avec désinvolture. On parle quand même d'un changement de régime qui est contraire au droit international. Mais regardez maintenant dans le cadre de l'Ukraine, Poutine veut changer de régime en Ukraine, ce qui est contre le droit international. Mais en Iran, on a le droit de le faire parce que ceux qui sont au pouvoir seraient des grands tortionnaires, les barbus. Les mollahs seraient des très grands tortionnaires. Mais est-ce qu'il appartient à l'Occident de faire ce travail? Non. Si quelqu'un doit changer de régime en Iran, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Mais vous allez voir dans la propagande qu'on nous a présentée en 12 jours de guerre, on est passé de la neutralisation du programme nucléaire à une volonté de changement de régime qu'on traitait dans les médias avec des involtures. Et on a même vu apparaître l'ancien dirigeant iranien qui était invité dans les médias pour parler de notre Iran, parce qu'il fallait peut-être se débarrasser des mots-là. Ils sont un front problème à la liberté des femmes, à la liberté d'expression, etc. Tout ça fait partie de la propagande de guerre. Comment la population s'en sort alors pour sortir, Patrick? Comment on fait aujourd'hui en 2025 pour avoir une information équilibrée, enfin, pour avoir la vérité simplement. Tu sais, l'un des pionniers qui a beaucoup travaillé dessus, et je pense que tu dois forcément le connaître et tu dois l'avoir beaucoup lu, c'est Noam Chomsky. Oui, Noam Chomsky, je la pense que c'est fabrication du commencement, du du consentement. consentement à la fabrique. Et c'est le premier qui m'a éveillé, moi, à ce sujet il y a pas mal d'années maintenant, hein. J'étais encore jeune étudiant en France et j'ai eu la grâce de tomber sur la fabrique du consentement de Noam Chomsky dans lequel il faisait une démonstration. Enfin, les vidéos sont encore sur Internet, les amis, allez regarder. C'est un régal. Là où il expliquait que, et c'est un peu ce que tu dis là, et c'est tellement profond parce que Noam Chomsky expliquait que euh, il a eu un journaliste, je pense que tu as dû voir cette interview-là, il est en Europe, tu sais dans quel pays, un journaliste qui lui dit, mais Monsieur Noam Chomsky, ce que vous dites est faux parce que moi, je travaille dans tel média, je suis journaliste et aucun de mes patrons ne vient me dire ce que je dois écrire. Je suis libre de décider de ce que je veux dire, de la manière à laquelle je traite l'information, ainsi de suite. Et Noam Chomsky lui dit, c'est parce que tu penses comme ça que tu as été recruté dans ce journal. Et Noam Chomsky Exactement. va... Il dit que... Et c'est tellement subtil. Justement, on n'a pas à te forcer. On ne te force pas, au Oui, contraire. parce que Tu quand adhères. il y a un filtre Ouais. dans le recrutement. Et juste, je termine, et On- tu vas parler de ça oui. aussi. On a aussi eu le gros problème avec les étudiants. Tu sais, quand il y a eu le conflit entre Israël et Palestine, parce que justement, les étudiants commençaient à se Mhm. lever, que ce soit en France ou aux États-Unis, surtout aux États-Unis, il y a eu un gros blackout sur les étudiants en disant, en gros, vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Tu n'es pas à Harvard et tu critiques la politique que peut mener. Tu vois ce que je veux dire? Comme si, quand tu es passé par un cursus intellectuel, tu dois avoir une idéologie. Tu n'es pas dans cette école pour ne pas voir les choses comme nous on les voit. Euh, tu comprends pourquoi au début je t'ai parlé du rôle des médias. La propagande médiatique est toujours soutenue par la propagande intellectuelle. Donc, la propagande Oui, des c'est vrai. universitaires. C'est pas- C'est c'est pour vrai. ça que j'ai C'est parlé de vrai. ça. C'est vrai. C'est vrai. Et, et je le savais parce que j'insiste beaucoup sur ça parce que les deux vents de pair, ce sont des jumeaux. Oui, C'est un système de tête. Chomsky dit quelque chose de fondamental. Euh, vous n'avez pas besoin de recruter ou je veux, ce qu'il a d'endoctriner dit, en que tout tu as cas. Ouais, résumé, ouais. oui, en fait, je veux résumer ce que tu as dit par une citation du même Chomsky. OK. La propagande et à la démocratie, Oui, c'est que la matraque est à l'état totalitaire. oui, C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de forcer quelqu'un à croire en quelque chose. c'est vrai.
créer un environnement social et intellectuel qui va emmener les gens à penser d'une certaine manière et Tout à fait. recruter-les. Ils feront ce qu'on attend d'eux sans les forcer à faire quoi que ce soit. Tout à fait. En fait, le plus important, la guerre la plus importante se passe dans le cerveau. Tout à fait. Si vous arrivez à conquérir les cœurs et les esprits, les pieds, les mains vont faire ce qu'on leur demande de faire, ou Tout à même fait. ce qu'on leur demande de ne pas faire. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les médias les gens répéter la même chose. Et c'est pour ça aussi que je t'ai dit tantôt, à la décharge parfois de certains journalistes, c'est qu'ils ne peuvent que penser comme ils le pensent, parce qu'ils évoluent dans un environnement conditionné, pollué de sorte à faire qu'ils soient ce qu'ils sont. Tu comprends? Et c'est pour ça que Chomsky dit, on n'a pas besoin d'utiliser la coercition pour vous emmener à dire quelque chose ou à faire quelque chose. Tout à On fait. va créer un environnement social qui va vous permettre de faire des choses qu'on attend de vous sans qu'on ait à vous demander de le faire. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, les meilleurs systèmes de propagande se trouvent en Occident. Parce que les gens se pensent libres alors qu'ils sont en Tout à fait fait. psychologiquement enchaînés. Et quand vous avez réussi cet exploit, tout ce que vous avez à faire, c'est de croiser les bras et de les laisser agir. Maintenant, pour parler des universitaires, le conflit de Gaza a été révélateur de ce que sont les universitaires aussi, le monde universitaire. L'université est à l'image de la société dans laquelle elle évolue. Il ne faut jamais perdre de vue. De la même manière que les médias sont à l'image de la société ou des sociétés dans lesquelles ils évoluent. Et donc, tu sais, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Moi, je n'aime pas parler de mon cursus universitaire. Je n'aime pas ça. J'ai beaucoup de diplômes. Je n'aime jamais parler de ça parce que ce n'est pas important. Je te dis sincèrement, en matière de stratégie, de diplomatie, j'en ai là. Et je te jure que j'en ai accumulé. Oui, oui. Mais je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le cursus universitaire ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. L'école vous donne des clés, mais ce sont des clés qui sont aussi programmées. Il ne faut jamais l'oublier. Tout à fait. Les choses les plus importantes que j'ai apprises, je les ai apprises en dehors du monde universitaire. Bien Hmm. entendu, oui, bien entendu. Même quand j'écris mes livres parfois dérangent certains universitaires. Pourquoi? Parce que je dis des choses qui viennent heurter ce qu'on apprend à l'université. Tout à fait. Je remets fondamentalement en question des choses qui passent pour être des vérités absolues, que ce soit sur le Rwanda, sur la Libye, sur la guerre qui a opposé, la guerre secrète qui a opposé la France et les États-Unis en Afrique centrale. Tout ça, le rôle du Canada, c'est tout ça en fait. Et les universitaires, c'est un peu comme les journalistes, à la seule différence qu'ils sont un peu beaucoup plus structurés. Mais ça reste des idéologues, la plupart d'entre eux. Je peux donner des exemples auxquels moi j'ai été confronté dans le monde universitaire, et c'est terrible. Regardez à la télé, la plupart des gens qui viennent cautionner les conneries que racontent les journalistes, ce sont les universitaires. Oui, Très peu ont la liberté de penser. Très peu ont de la distance par rapport aux faits qu'ils ont à traiter. Et ceux qui ont cette capacité sont des gens qui sont déjà naturellement, ce sont des gens qui questionnent l'existence, qui questionnent tout ce qu'on leur tout ce qu'il présente. voit, oui, tout ce que, ouais. En fait, c'est un état d'esprit naturel qui n'est pas lié à ce qu'on a à l'université. Parce que quand tu es à l'université, vous savez, à l'université, on fait beaucoup de débats. Ceux qui sont au cycle supérieur, on fait beaucoup de séminaires. Et j'ai toujours dit à l'université, oui, nous avons la liberté de penser, mais une pensée qui est encadrée. C'est-à-dire que ta pensée est encadrée de sorte que tu ne peux pas sortir de l'enclos. C'est comme dans les expériences qu'on a pu observer avec les animaux. On met le champ est clôturé avec de l'électricité. Et tous les animaux qui se heurtent au fil électrique sont électrocutés, de sorte que quand on enlève ces fils électriques, ces animaux ne peuvent même pas traverser la distance parce que psychologiquement, ils ont été conditionnés à ne pas traverser parce qu'ils pensent qu'un fil électrique est là. Hmm. Comprends? C'est la même manière que les universitaires sont conditionnés. C'est-à-dire, nous sommes conditionnés, nous les universitaires, de sorte à penser le monde d'une certaine manière. Et ceux qui essaient de sortir de l'enclos, on les traite de Et conspirationnistes, tout à fait, c'est le mot que je voulais arriver à ça. des gens dangereux, Tout à des fait. gens dangereux, des gens qui disent, mais c'est quoi un... Moi, quand un universitaire me dit dans un débat,
Ah, mais monsieur Mbeko, vous êtes conspirationniste, j'arrête la discussion. Parce que ce n'est pas parce que vous ne savez pas que la chose n'existe pas. Il y a des gens, il y a des faits qui ont été qualifiés de conspirationnistes et qui se sont révélés par la suite vrais, fondés. Alors vous dites quoi? Et vous allez remarquer qu'ils ne reviennent pas dessus. On fait comme si ces faits n'ont jamais existé. Et la COVID nous a offert, la pandémie de la COVID nous a offert un exemple particulièrement parlant, où on nous a dit, quand les gens émettaient l'hypothèse selon laquelle le virus pouvait provenir d'un laboratoire, on disait non, 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 c'est pas possible, c'est pas vrai. Aujourd'hui, l'hypothèse tient. Et on parle de plus en plus dans les virus qui seraient partis dans le laboratoire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. Parce qu'en plus, j'ai un diplôme en journalisme, hein, en passant. Oui, je le dis comme ça. Un jour, il y a un débat. Et un des profs, qui est un grand journaliste au Canada, dit, on parle de la Libye justement. Et il explique Kadhafi avec ses terroristes, et puis il a voulu tuer son peuple. Et moi, je dis, monsieur, c'était pas comme ça. Il me dit, non, mais monsieur Beko, et il dit ceci, on a des confrères qui étaient sur place en Libye. Et on peut vous dire que Kadhafi massacrait son peuple. Je dis, monsieur, ça n'a jamais existé. Et il m'a traité de conspirationniste. À la pause, je suis allé chercher le rapport du Parlement britannique qui était sorti après l'intervention en Libye. Le rapport du Parlement britannique sur l'intervention en Libye, dans lequel les parlementaires britanniques disent que la guerre a été menée sur des faux prétextes. J'ai mis ça sur sa table. Je suis allé chercher le rapport, les propos de l'ancien patron du contre-espionnage français. J'ai mis sur sa table. Je suis allé chercher un document des services de renseignement américains sur la guerre en Libye. J'ai mis sur la table. J'ai dit, monsieur, au retour de la pause, vous allez dire aux collègues là que ce que j'ai dit était fondé. Il a lu les documents rapidement et au retour de la pause, il a dû concéder que j'avais raison. Et je sais que ce prof-là, à tous les élèves qui sont passés par les bancs, qui ont suivi son cours, il avait toujours l'habitude de parler de moi. Ce n'est pas pour me vanter. Mais moi, je n'avais pas une bonne réputation à l'université. Parfois, on m'avait surnommé le rebelle parce que je passais mon temps à contester ce qu'on nous présentait. Surtout quand on parle de l'Afrique. On parle de l'Afrique avec la même condescendance et la même ignorance. On ne comprend pas les subtilités, les spécificités de certaines questions africaines, mais on vient nous les expliquer. Et le Rwanda est pour moi l'un des cas le plus emblématique. Quand on parle des Hutus et des Tutsis, on analyse ces questions-là avec un point de vue purement occidental. Et cela a des répercussions sur nous parce que c'est ce que nous étudions dans nos écoles. Tout à fait. Et c'est ce que les journalistes aussi retiennent. Parce qu'un journaliste africain rêve de se retrouver un jour à BFM TV ou à France 24. Mais pour être là-bas, il faut faire comme Chomsky l'a expliqué, il faut être conditionné, assez conditionné pour intérioriser un narratif, le narratif officiel, et le régurgiter au public. Donc, ce que Chomsky a dit et ce que tu as dit sur le rôle des universitaires, tiens, et ça a été amplement d'ailleurs documenté, c'est de cette manière-là qu'on arrive à nous conditionner et c'est de cette manière-là aussi qu'on fait que nous sommes intellectuellement, nous avons une pensée qui est structurée par ce que nous présentent les médias et leurs universitaires et leurs spécialistes maison. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir pris le temps une fois de plus de venir nous apporter tes éclairages. On refera d'autres chroniques parce que il y a plein de choses qu'on peut étudier autour de ce sujet. Parce que la prochaine sera peut-être sur... maintenant, il y a eu la trêve, mais c'est quoi la suite? Parce que je pense qu'il y a des choses à analyser sur la suite. Quelle va être la position de l'Iran, d'Israël, des États-Unis? D'aucuns disent que, je crois que j'ai entendu Michel Collomb dire ça, il n'est pas impossible que les Américains sortent de leur poche une déclaration de guerre au motif qu'il y aurait eu un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté. Bref, il faut pas... Bon, je pense que les Iraniens, il n'y a rien à leur apprendre, mais tout Est-ce ceci que, n'est est peut-être pas que terminé. les Américains n'ont jamais attaqué l'Iran depuis la révolution islamique? C'est vrai. Ils n'ont jamais attaqué l'Iran, ils l'ont fait avec Donald Trump et on sait pourquoi. C'est parce qu'Israël s'est impliqué en pensant qu'il allait gagner la guerre et je pense qu'ils ont tellement sous-estimé le potentiel militaire iranien qu'ils se sont retrouvés à se faire taper dessus par les missiles hypersoniques au point qu'ils ont dû demander une trêve. Je pense que, et je suis même persuadé aujourd'hui que, parce que quand vous écoutez Netanyahu à la suite du bombardement américain, vous vous rendez très vite compte que le monsieur avait
avait besoin de sortir de cette histoire-là. Et comme je l'ai dit, je ne crois pas. Je pense, on va en reparler sûrement, mais l'affaire ne va pas s'arrêter là. Tout simplement parce que la guerre prend fin parce qu'Israël se retrouvait dans une mauvaise posture. C'est Tout tout. à fait. Ça veut dire qu'ils peuvent revenir à la charge, mais cette fois, ils vont réfléchir à deux reprises. Ils vont aller étudier les stratégies de guerre iraniennes, parce qu'après les guerres, il y a toujours ce travail d'introspection qui est fait, d'analyse de la situation, d'analyse de l'adversaire, de ses armes et tout. Chacun de son côté va faire ce travail-là, mais ce que je pense, et je crois que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, je ne veux pas paraître pour un prophète, mais il y aura des discussions poussées sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran. Je pense. C'est-à-dire que les bombardements ont permis de mettre fin à ce conflit, mais je crois qu'on va revenir à la table des discussions, malgré tout. Oui, parce que, enfin, comme je dis, il y a beaucoup de choses à voir après, mais je ne veux pas qu'on mélange tous les sujets puisqu'on parlait des médias aujourd'hui. Mhm. Mais notamment, je crois que l'Iran devrait, si ce n'est pas déjà acté, se retirer de l'AIEA. Euh, Oui, et donc, ils ont dit qu'ils n'allaient pas accepter l'AEA chez eux. et là, ça change beaucoup de choses. Parce que jusqu'à Mais je pense présent, que les Américains vont négocier avec l'Iran. Vous allez voir dans les jours et semaines qui suivent, les Américains vont négocier avec l'Iran. Ils n'ont pas bombardé l'Iran pour arrêter les négociations. Je pense qu'ils ont bombardé symboliquement l'Iran pour empêcher l'Iran de continuer de taper Israël, de mettre fin à cette guerre-là et de revenir à la table des négociations, puisque c'est Israël qui a court-circuité les négociations en attaquant l'Iran. oui. Donc je pense qu'ils vont revenir à la table des discussions. Merci beaucoup, Patrick. Et Plaisir. à très bientôt pour une prochaine chronique.